Voilà. Eric, bonjour. Donc écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui parce que j'avais envie d'utiliser cette occasion pour pouvoir présenter Oui. aux personnes qui peuvent être intéressées et aussi évidemment aux gens qui sont déjà inscrits. Nous avons déjà pas mal d'inscrits. Donc les 16, 17 et 18 avril à Paris. Et ceci concerne les coachings, interventions orientées solutions. Mais en fait, on va profiter justement du fait que tu as développé un modèle particulier à l'intérieur de cette mouvance, qui c'est les dessins solutionnistes. Et donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit qui est particulier à ces dessins solutionnistes, en fait? Ce qui est la particularité principale est que, contrairement à l'utilisation du dessin habituellement, qui est plutôt dans une visée psychanalytique et interprétative, là, l'utilisation du dessin que j'ai développé au tout début pour l'utiliser chez les préados, car justement, c'est un moment où ils quittent l'enfance et en même temps, ils ont des difficultés à s'appuyer sur leur imaginaire. Euh, c'est d'utiliser le dessin sur un mode interactionnel et donc et pas interprétatif. D'accord. Donc l'objectif, c'est pas le dessin, c'est la manière dont, avec le dessin, euh, la personne va pouvoir mettre en forme sa problématique et on va coller à ce que la personne a dessiné et non pas à ce qu'elle dit sur le D'accord. dessin. Mhm. Voilà. Ok. Et c'est à partir du moment où on va utiliser ce que la personne a dessiné comme les éléments qu'on va mettre en interaction. Les dessins qui vont être demandés vont exprimer la vision du monde de la personne et l'objectif. Dans un deuxième temps, la manière dont la personne construit son chemin pour entretenir sa problématique ou construit son chemin pour en sortir. Exactement. Et on va travailler à partir de ces éléments-là. Alors, tu utilises un mot assez intéressant qui est l'imaginaire. Et comment est-ce que tu vois l'imaginaire entrer dans la thérapie ou dans un coaching, notamment ici il s'agit du coaching, c'est-à-dire en quoi l'imaginaire va t'aider à amener une transformation utile. L'imaginaire va être l'expression de l'imagination, de l'imagination d'au moins deux personnes. C'est l'imagination créatrice, l'imaginaire. Et en fait, c'est l'interface entre la pensée réflexive et le vécu corporel, c'est-à-dire l'univers perceptif. Et donc, comme on est des êtres d'anticipation, euh, pour activer l'anticipation, ça nécessite de se projeter un minimum. Se projeter, c'est sur une scène où on va faire comme si les choses sont là et on va les vivre comme si elles sont là dans l'instant présent, alors qu'elles ne sont pas là ou pas encore là. Tout, tout l'intérêt va être à partir de ce moment-là de pouvoir permettre à la personne de se mettre en mouvement dans les interactions là où elles sont figées. Donc je me dis que c'est quelque chose d'assez nouveau, le fait de pouvoir amener, tu vois, plus de corps Oui, dans le coaching, notamment les coachings en entreprise. Puisque c'est vrai que même si aujourd'hui, évidemment, le coaching a évolué et intègre un peu plus l'émotion, ça reste parfois une démarche trop cérébrale, en fait. voilà. Comme Et que si on pouvait être en entreprise sans son corps et sans les émotions, tu vois. le corps se met en mouvement, capacité de décision débute avant même que nous conscientisons l'action. Et donc, on va travailler en engageant le corps sur la capacité à se mettre en action, c'est-à-dire à mettre en acte ses intentions. Alors, j'entends que tu utilises ces dessins de manière à permettre à l'imaginaire de s'exprimer et de quitter un peu un discours qui serait trop réflexif, en fait. Exactement. Et ce qui est intéressant, d'abord, c'est pas un dessin, c'est un ensemble de plusieurs dessins D'accord. Ok. qui vont être, et que la manière dont ils vont être agencés les uns avec les autres va donner des informations. Et ce qui est étonnant, c'est que si je dis par exemple à la personne,
quel problème vous amène, elle va me raconter quelque chose qu'elle perçoit comme son problème. Si je lui dis à ce moment-là, je lui donne une feuille et je lui dis dessinez-moi le problème, hein, ou illustrer par le dessin le problème pour lequel vous venez, à ce moment-là, la personne peut dessiner quelque chose de radicalement différent de ce qu'elle a dit. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que le dessin, elle est obligée de passer sur un autre mode de communication, sur un mode de communication analogique. Exactement. Et donc, comme elle est obligée de passer sur un mode de communication analogique, c'est-à-dire d'utiliser l'image, à ce moment-là, elle va penser son problème autrement. Et parfois même, ça peut ne rien avoir à voir avec ce qu'elle a dit de son problème avant. Tu vas expliciter probablement bien plus les modèles d'intervention orientée solution. Qu'est-ce que tu dis que ces modèles, puisque c'est un modèle qui a évolué à partir du modèle classique des Palo Alto, ce qu'on appelait la thérapie brève, qu'est-ce que tu t'es dit que ces modèles apportent et qu'est-ce que ces modèles permettent de faire en termes de transformation qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les modèles classiques Palo Alto? Alors, je dirais que c'était déjà présent chez Erickson avec la boule de cristal, la technique de la boule de cristal, c'est-à-dire de commencer par travailler, j'allais dire entre guillemets, sur ce qui marche, c'est-à-dire en fait en termes de relation et d'interaction, ce qui est encore dynamique, ce qui est encore vivant chez la personne, avant d'aborder ce qui ne marche pas, c'est-à-dire ce qui est figé. Toute la difficulté, il faut bien la comprendre, c'est que la base de l'approche solutionniste, qui est inclus dans le modèle au départ, ou qui aurait pu être inclus dans le modèle de Palo Alto, c'est d'aller chercher l'exception au problème. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui est encore vivant dans l'espace problème. C'est ça qui est intéressant et en même temps qui crée la difficulté, car les gens peuvent aller chercher les ressources en dehors de l'espace problème. Mais si on va chercher les ressources en dehors de l'espace problème, le risque est de tomber dans une pensée positive. Le travail orienté solution, c'est dans ce qui est l'espace saturé des tentatives de solution, si je prends le terme de Palo Alto, c'est quel moment fait exception dans cet espace saturé des tentatives de solution. L'approche orientée solution et l'approche orientée Palo Alto, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Hein? Et que ce qui est intéressant, c'est que si on ne peut pas passer, si ça bloque d'un côté, on peut passer de l'autre. La modélisation pour moi de fond est une modélisation qui est proche. D'ailleurs, Steve DeShazer, qui a créé la thérapie brève orientée solution, a au moins travaillé une dizaine d'années sur le modèle de Palo Alto. On va aller chercher d'abord ce qui bouge au lieu de s'occuper d'abord de ce qui est figé. Mais dans l'espace problème de la personne, ça c'est fondamental. Quand tu parles du danger d'entrer dans une pensée positive, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que les gens peuvent confondre peut-être l'idée des... qu'est-ce que tu veux dire par pensée positive dans le sens que tu l'utilises là? Ce serait de laisser entendre je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. D'accord. C'est pas ça la question. C'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre et qu'est-ce que je sais déjà mettre en œuvre pour aborder la problématique que j'ai à traiter, pour l'aborder d'une manière autre que ce que je fais habituellement. L'approche orientée solution s'appuie sur le problème et ne nie pas le problème. Oui, je trouve très intéressant ton image, tu vois, de parler d'une monnaie, parce que c'est un peu comme si on retrouve d'un côté ce que l'autre côté cache quelque part. Oui. C'est ça. Et que donc, ce regard des deux côtés, ça te permet d'avoir une vision plus ronde, je dirais, mais peut-être plus systémique aussi des choses. Oui. C'est d'ailleurs la grande idée qui était à la base du travail de Milton Erickson, c'est le principe de l'analogie des contraires. C'est-à-dire, tout problème contient une ressource et toute ressource
en miroir, à partir du moment où elle est dans la répétition, va devenir un problème. Pour résumer, je trouvais intéressant peut-être de faire les points de qu'est-ce que les gens vont obtenir, tu vois, d'autres, quel type de compétences vont-ils avoir en venant à ce stage. Et j'entends déjà, tu vois, qu'il y a vraiment une possibilité d'une vision plus large, à la place de regarder tout le temps les solutions ou de regarder tout le temps les problèmes, de voir cette dynamique problème-solution comme il est. J'entends aussi que tu me parles d'avoir une attention particulière pour maintenir la personne dans un espace dans lequel elle bouge et pas l'espace où elle est figée. Et aussi d'introduire l'imaginaire et les corps qui permet donc une anticipation, une projection par rapport à des prises de décision, l'action, et est-ce qu'on peut mettre en place pour dépasser les problèmes. Toute la question peut, et ce sera le travail autour du questionnement, et le travail autour du questionnement avec le dessin, c'est comment s'agencent et s'articulent les interactions entre ce qui est du domaine de l'intention et du domaine de l'action, entre ce qui est du domaine de l'action et du domaine des effets liés à l'action, et entre les effets et l'intention. Et est-ce qu'on est dans des interactions qui vont être congruentes et accordées, ou est-ce qu'on va être dans une jonction? Oui, c'est intéressant parce que là que les mots qui me venaient c'était cohérence, donc tu parles de congruence, et il y a ça véritablement, le fait que la personne ne soit pas dans un tiraillement par rapport à elle-même ou par rapport à ce qu'elle vit, mais qu'elle puisse arriver à avoir une sorte de synergie entre les différents éléments pour pouvoir aller de l'avant. Le point commun est de travailler au niveau de la relation. J'ai répété la parole de Václavic, le patient c'est la relation, et de comprendre que la relation, elle s'exprime et elle se concrétise par l'action. L'action dans le sens de mettre en acte, de l'agir. Et c'est pas un agir partiel, c'est un agir qui engage la personne dans sa relation à elle-même, à l'autre et au monde, qui l'engage pleinement et entièrement. Merci beaucoup, beaucoup, Eric. Donc, je voulais rappeler pour les gens qui te connaissent un peu moins que toi, tu es psychiatre. Oui. En plus, tu es pédopsychiatre. Et tu travailles depuis combien d'années maintenant dans les thérapies dites, bref, stratégiques, systémiques? J'ai commencé en 89 à l'Institut Milton Erickson de Paris, non, en 91, excuse-moi, et je suis venu en 93 ou 94 à l'IGB. Voilà, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc, il y a pas mal d'années. Ça fait quelques années, oui. Voilà. Et moi, je trouve ton cheminement, je continue à le dire à tous qui veulent l'entendre, que c'est assez fascinant de voir comment tu as intégré, tu vois, l'hypnose, les thérapies, bref, thérapies solutionnistes, les mouvements alternatifs avec lesquels tu travailles. Et je trouve que cette approche de dessin solutionniste qui est tout à fait applicable au coaching va, à mon avis, vraiment permettre de développer des choses qui sont très nouvelles en fait au niveau du travail qu'on peut faire avec les personnes qui sont aujourd'hui soit en recherche, soit en souffrance dans les entreprises. Donc je répète, c'est les 16, 17, 18 avril à Paris, au sein de CIRCE, et ça part d'une collaboration qu'on est en train de construire entre ton institut, Mimetis, et CIRCE. Alors c'est vrai que partout les gens voient coaching iOS, ça leur fait rire, parce qu'ils pensent que c'est le système d'exploitation Mac ou Apple, et je dis c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le système, c'est intervention orientée solution, qui était... introduit, créé par Steve Deschasser et son épouse Inso Kimberg. Voilà. Bah, merci beaucoup, beaucoup, Eric. Merci à toi. Merci.